Bon, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence des 6 acteurs de la plateforme Maladies Rares à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Merci d'être ici. On a décidé avec les autres acteurs de la plateforme de vous présenter à la fois la Journée internationale et puis évidemment d'évoquer le 3e plan national maladies rares qui est en cours de co-construction avec l'ensemble des acteurs concernés. Raison pour laquelle je vais vous présenter quelques données sur la Journée internationale des maladies rares, en Europe, dans le monde et en France. Et ensuite, donc, on va dérouler des interventions de tous les acteurs de la plateforme qui seront davantage axés sur le plan, raison pour laquelle Laurence vous présentera notre analyse et nos attentes, nos demandes par rapport à ce 3e plan. Nathalie ensuite mettra le focus sur les rangs diagnostiques, qui est un enjeu majeur de ce 3e plan national maladies rares. Anna nous présentera quelques chiffres assez parlants sur la situation des maladies rares aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde. Jean-Louis Mandel, le directeur de la Fondation Maladies Rares, mettra lui l'accent sur l'état de la recherche aujourd'hui, qui est un autre enjeu majeur de la construction du 3e plan. Et puis Anne-Sophie, qui représente Ordis, nous montrera que la France a une responsabilité compte tenu de son leadership en Europe et dans le monde par rapport à la mobilisation et à la lutte contre les maladies rares. Je vais donc d'abord, et puis je vous propose de poser vos questions à l'issue de ces courtes interventions qui devraient durer chacune 5 minutes. Je vais vous présenter quelques données sur la Journée internationale des maladies rares, qui est coordonnée par Ordis. C'est le 10e anniversaire aujourd'hui. Certains disaient lors du lancement de la Journée internationale des maladies rares, ça ne marchera jamais. Les chiffres vous montrent que ce n'est vraiment pas le cas. 10e édition dont le thème est la recherche, thème qui a été approuvé unanimement par les associations de malades dans le monde, avec un slogan with research possibilities are limitless, qui a été traduit en français par la recherche plus que l'espoir changer des vies. Une vidéo a été réalisée à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Je vais vous la présenter juste après. Elle a été traduite en 30 langues, elle est diffusée dans 37 pays et elle est vue des centaines de milliers de fois. Ce sont 80 pays qui sont concernés et mobilisés aujourd'hui pour cette Journée internationale des maladies rares, dont des nouveaux. On vous cite notamment le Botswana, le Nigeria et le Sénégal. Ce qui représente depuis 2008 plus de 100 pays qui sont impliqués dans cette Journée internationale des maladies rares. Votre indice de succès, et c'est un signe fort, c'est que la fréquentation du site internet est en hausse de 30% cette année. Voilà quelques chiffres qu'on vous laissera en fin d'intervention pour que vous puissiez les noter. On va maintenant vous présenter les actions qui ont lieu en France sur une petite dizaine de jours. Ce sont les délégués régionaux et délégués départementaux d'Alliance Maladies Rares qui font un travail formidable sur le terrain, un travail de proximité, pour informer, pour sensibiliser auprès du grand public, des stands d'information, des conférences et des projections de la vidéo ont lieu dans des cinémas. Voilà, c'est un travail de terrain, c'est un travail qui compte au quotidien. Je vous propose de vous présenter la vidéo sur la Journée internationale des maladies rares. Voilà, avec une carte qui vous montre que ça a lieu partout en France. Imagine if every time you search for an answer, you don't find it. How would you feel? Confused? Frustrated? Excited? Millions of people across the world feel like this every day because they have a rare disease. It's difficult to tackle a rare disease. You try different strategies to help the patients, but most of the time, you don't have the data you need to make informed decisions. I really wish I had some answers. With your support of ongoing research efforts, today things can change. We can find more answers. But also, for Matthew and his family. Thank you.
research, possibilities are limitless. Be part of the change. Et un tonnerre d'applaudissements retentit. Voilà la vidéo qui est assez géniale, qui a un grand succès. C'est intéressant parce qu'elle met vraiment l'accent sur l'absence de réponse à un grand nombre de questions, en l'occurrence dans le domaine de la recherche. Mais cette absence de réponse aux questions est aussi valable pour l'accès au diagnostic, pour les traitements sur le champ scientifique et médical. N'oublions pas aussi que les enjeux, la nécessité d'apporter des réponses sont valables aussi pour la vie au quotidien des personnes malades et de leurs familles. Leur place dans la société, le soutien, l'information. J'ai quelques chiffres qui me viennent en tête. On sait que plus de 50% des malades ou de leurs proches ne peuvent pas travailler à cause de la maladie. Plus de 50% n'ont pas accès à une information fiable de qualité en ce qui concerne leur maladie. Il y a une nécessité d'accompagnement au quotidien. Donc on voit bien qu'il y a à la fois ces enjeux scientifiques et médicaux, avec le thème de la recherche, qui est évidemment central, et puis ces autres problématiques qui touchent davantage à la vie des malades et à leur bien-être dans la vie de famille, dans la vie en société. Autant de questions qui restent sans réponse. On espère que le 3e plan national maladie rare contribuera à en apporter de manière décisive pour les 5 ans qui viennent, et même au-delà, à plus long terme. Et Laurence va maintenant nous livrer quelles sont nos attentes, nos analyses par rapport à ce 3e plan. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste faire un petit... regarder un peu dans le rétroviseur et faire un petit rappel de ce qui s'est passé depuis, je dirais, 2 ans. C'est-à-dire que février 2015, ça va aller très très vite, ne vous inquiétez pas, février 2015, nous étions déjà un certain nombre, lors de la Journée internationale des maladies rares, à sensibiliser les décideurs pour leur dire qu'il fallait absolument lancer un 3e plan maladies rares. Ensuite, vous voyez, je vais très vite, je saute à février 2016, lors de cette même journée, où tous les acteurs de la plateforme maladies rares, nous lancions un appel pour engager une co-construction très rapidement, de façon à ce qu'il y ait évidemment un engagement politique fort sous ce gouvernement, bien évidemment. Nous avons vu à l'été 2016 une lettre de mission qui a été donc rédigée par les ministres, notamment le ministre de la Santé et de la Recherche, nommant 2 copilotes pour mettre en route des groupes de travail pour commencer à travailler sur cette co-construction. C'était, je le rappelle, à l'été 2016, co-construction, on va dire, souhaitée. Pour autant, budget en face 0, en tout cas pour ce qui a été voté dans le cadre du projet de loi de finances, puisque pour que les actions puissent se mettre en place et des moyens puissent se mettre en place en 2017, il faut que ce soit forcément voté dans le projet de loi de finances ou dans le PLFSS. Donc il y avait des moyens dans le PLFSS pour notamment le PNMR2, la relabellisation des centres de référence, mais je le rappelle, c'était le PNMR2 et non pas pour le PNMR3. Ensuite, que s'est-il passé? Donc les 2 copilotes nommés qui identifient 4 axes de travail qui sont des axes tout à fait pertinents, que ce soit en effet sur le parcours de santé, que ce soit, on pourra vous donner les axes très exactement, le parcours de santé, que ce soit pour du diagnostic à la médecine personnalisée, que ce soit pour l'information et l'équité territoriale, et que ce soit, il m'en manque un 4e, la recherche bien sûr, innover l'innovation thérapeutique pour les maladies rares. Donc 4 axes sur lesquels nous sommes tous acteurs de la plateforme, tout à fait en phase avec ces axes-là. Et je tiens à souligner qu'il y a un gros travail bien sûr de mener par et les copilotes et tous les groupes de travail. Pour autant, ce qu'il nous faut, bien sûr, c'est une volonté politique forte et des moyens en face. Et donc, les premiers groupes de travail se sont mis en place, on va dire, réellement au mois de décembre.
Aujourd'hui, nous profitons de cette journée internationale des maladies rares pour lancer un appel, très clairement, lancer un appel au gouvernement actuel pour que ce 3e plan maladies rares et cette co-construction qui a seulement débuté en décembre, que ce ne soit pas un PNMR3 qui soit bâclé, pour que, bien sûr, le gouvernement organise la poursuite des travaux de façon à ce que le futur gouvernement puisse se poursuivre. Et comme je disais, nous lançons un appel à l'actuel gouvernement. Je dirais on en lance au futur, en tout cas aux candidats à la présidentielle, pour leur demander un engagement fort, un engagement politique fort pour que lors de leur arrivée, bien sûr, il y ait cette volonté politique pour que les maladies rares soient vraiment un enjeu fort de santé publique. Vous l'avez bien compris, même si la co-construction, les groupes de travail qui sont actuellement en place sont absolument pas remis en cause parce qu'ils font vraiment un gros boulot, nous n'avons pas, et on l'avait déjà dit l'année dernière, nous n'avons pas d'engagement politique suffisamment fort et on ne voudrait pas justement que dans les prochaines semaines, il y ait un plan un peu bâclé qui soit annoncé ou des mesures de bonnes intentions, on va dire, mais rien derrière. Ce ne seraient même pas des mesures d'ailleurs, juste des bonnes intentions, des grands principes, mais rien derrière. Il faut vraiment que ce soit un plan très ambitieux. On a déjà dit l'année dernière qu'on voulait qu'il soit porté au plus haut niveau de l'État, ou en tout cas au moins du gouvernement, que ce soit porté par un pilotage Matignon, ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui les 2 pilotes sont au ministère de la Recherche et de la Santé. Donc vraiment, on souhaite un engagement des candidats à l'élection présidentielle pour qu'il y ait cette ambition politique forte, des moyens en face. Alors quand on dit moyens, on a tendance à dire que ce sont forcément des moyens financiers. Bien sûr, il faut des moyens financiers et un plan sans moyens, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on est en train de nous faire travailler sur un 3e plan sans moyens affichés. Donc ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas seulement du budget, ce n'est pas seulement des moyens financiers, c'est aussi des moyens organisationnels. Et ça, c'est aussi très, très important. Donc, vous avez compris dans ce message politique. Alors, pourquoi il nous faut un 3e point, une politique nationale très ambitieuse? Tout simplement parce que l'enjeu en matière de diagnostic est encore extrêmement, bien sûr, important. Et le parcours du diagnostic est bien souvent un parcours du combattant. Nathalie va en parler. Parce qu'il faut une recherche aussi de grande qualité, une recherche translationnelle, et Jean-Louis Mandel va en parler. Je mettrai juste un petit coup de projecteur sur cette partie recherche. Je ne sais si Jean-Louis l'évoquera, donc je mets ce coup de projecteur tout de suite. Il faut absolument, d'abord, pourquoi une recherche forte et puissante? Parce que pour 99% des maladies rares, il n'y a pas de traitement curatif. Il y a des traitements curatifs seulement pour moins de 1%. Donc il faut une recherche forte et il faut un développement du médicament très très fort. C'est sur cette dernière partie que je voudrais m'attarder, avec 3 exemples concrets de ce qu'on pourrait largement suggérer pour transformer, pour passer justement de la recherche clinique ou recherche translationnelle vers le médicament. 3 choses. La première, on sait que les registres et les bases de données sont extrêmement importants dans le cadre des maladies rares. C'est tout à fait différent dans le cas des maladies plus fréquentes, mais pour les maladies rares, il faut que les patients, les cohortes de patients soient extrêmement bien identifiées pour qu'on puisse ensuite avoir accès à ces bonnes cohortes de patients pour faire des essais cliniques, entre guillemets, successful, pour qu'il y ait un ratio de succès dans les essais cliniques qui soit de bonne qualité. Donc, il faut que nous ayons des bases de données de patients de bonne qualité. Il faudrait donc que nous ayons, qu'il y ait la création d'une structure nationale, autonome, indépendante, qui permette justement d'agréger comme cela de façon uniforme, parce qu'aujourd'hui, autant qu'on peut le constater, c'est extrêmement disparate, donc de façon uniforme les données des patients. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour une recherche clinique de qualité et favoriser le passage aux médicaments, c'est le fait que cette innovation thérapeutique dont Jean-Louis, qui vient d'arriver, que nous saluons, dont Jean-Louis va nous parler, il faut favoriser le transfert de la recherche
vers le médicament. Quand il s'agit d'innovation thérapeutique, eh ben, il faut évidemment des mesures incitatives pour cela. Et je dirais que le PIA 3, donc le plan d'investissement d'avenir numéro 3, est sans doute un bon outil pour qu'il puisse y avoir un fléchage pour favoriser le transfert de la recherche vers la clinique. Et puis la troisième chose, c'est ce qui concerne les molécules et le repositionnement des molécules. Dans cette partie, je ne sais pas si Jean-Louis vous alliez l'évoquer, dans cette partie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de molécules qui aujourd'hui sont utilisées dans les maladies rares hors autorisation de mise sur le marché. Il faudrait vraiment que la réglementation s'adapte et permette que ça puisse être fait dans de bonnes conditions. Et puis deuxième chose, le repositionnement des molécules. Il faut qu'il puisse y avoir des systèmes de rémunération qui permettent justement que ce repositionnement des molécules puisse être favorisé et que ça puisse aller jusqu'à la mise sur le marché à un prix juste et maîtrisé. Je passe maintenant la parole à Nathalie pour revenir sur la partie diagnostic. Merci Laurence. Donc effectivement, cet objectif zéro patient sans diagnostic, c'est évidemment un objectif fort qui doit se traduire par des mesures fortes et concrètes. Aujourd'hui encore, nous, les malades, sommes confrontés à de graves problèmes d'errance diagnostique et parfois d'impasse diagnostique. Nous passons d'un spécialiste à un autre pour avoir un nom pour notre maladie. Et le pire, c'est que cela peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans. Et le nombre de témoignages du terrain que je récolte au quotidien est vraiment impressionnant. Les différentes enquêtes sont alarmantes, et cela malgré les 15 années de politique maladie rare qui sont derrière nous. Grâce à notre dernière enquête, nous avons constaté que la recherche du diagnostic dure au moins 1 an et demi pour une grande majorité des malades, et surtout dépasse encore 5 ans pour plus d'un quart d'entre eux. 2, on constate aujourd'hui qu'une très grande part des personnes atteintes de maladies rares en France subissent des erreurs diagnostiques. Et ça, c'est vraiment... ça amplifie considérablement l'errance. 3, plus de la moitié des malades disent aussi subir des préjudices physiques ou psychiques. Et c'est absolument inacceptable pour nous. Et encore, dans mon 4e point, encore aujourd'hui, là aussi, c'est un point d'attention pour nous. L'errance diagnostique retarde l'indispensable conseil génétique pour plus d'un tiers des personnes atteintes de maladies rares. Mais des réponses arrivent, et heureusement. Vous le savez, grâce aux avancées de la recherche génétique et au développement de technologies de pointe, notamment ce que l'on appelle le séquençage à très haut débit, les diagnostics des maladies génétiques sont de plus en plus précis et de plus en plus fiables. Et c'est vraiment une grande chance pour les malades. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, de nombreux malades ne peuvent pas y avoir accès, faute d'organisation et de financement. Pour nous, et nous le rappelons souvent, le 3e plan maladies rares doit permettre aux maladies rares d'accéder au séquençage à très haut débit, car vous le savez, 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Et d'ailleurs, le plan France Médecine Génomique 2025 prévoit le déploiement de plateformes de séquençage à très haut débit pour, dans un premier temps, certaines pathologies. Donc, la démocratisation du procédé à toutes les maladies et pour toutes les familles en situation d'errance est vraiment urgente. Mais nous devons aussi collectivement être en capacité d'organiser des parcours diagnostiques depuis la recherche jusqu'à la prise en charge hospitalière. Et là, c'est un peu l'enjeu pour nous du décloisonnement et de faire travailler ensemble les différents acteurs. Le plan doit aussi être en capacité de relever le défi de l'information et de la formation des professionnels de santé et de première proximité, qui sont les médecins généralistes et les pharmaciens, qui doivent bien orienter les malades. Et nous devons aussi renforcer les équipes cliniques dédiées au diagnostic, les infirmières de coordination, les conseillers en génétique, en génomique, qui sont de nouveaux métiers et qui sont absolument vitaux dans les maladies rares. Et cela dans les centres de référence, qui sont des outils majeurs des politiques de lutte contre les maladies rares en France.
Et plus que tout, et j'insisterai vraiment aujourd'hui, nous devons pouvoir une prise en charge intégrale du coût du diagnostic pour qu'il n'y ait plus de reste à charge pour les familles. Je vois trop de situations nous remontant où des familles doivent payer des coûts très importants, ou pire, ils se font diagnostiquer à l'étranger, et ça, c'est vraiment inacceptable. Pour conclure, et comme l'a dit Laurence, il est nécessaire pour les malades de faire des maladies rares une priorité nationale, pilotée par le Premier ministre, et on voit sur cet enjeu du diagnostic que c'est la seule voie possible. Comme je le rappelle dans les différentes conférences que nous faisons au niveau national ou dans toutes les régions de France, pour les malades, gagner contre les maladies rares, c'était en capacité de lever une armée de courage et de bâtir une armure d'espoir. Les politiques de lutte contre les maladies rares doivent constituer un bouclier fort pour donner aux générations futures de nouvelles solutions. La question de l'accès au diagnostic est le début du problème et c'est une des premières réponses à apporter dans notre lutte. C'est une des raisons sine qua non. Nous risquons sinon d'avoir toutes les autres mesures que nous défendons perdre de la force et du sens. Et ce serait une perte de chance et ce serait terrible pour les malades et les familles. Donc, comme vous l'aurez compris, l'objectif majeur pour les générations futures, pour nos générations futures, c'est 0 patient sans diagnostic. Je vous remercie. Je passe la parole à Anna. Bonjour à tous. Bon, je vais compléter en illustrant par les chiffres ce qui vient d'être dit par Laurence et par Nathalie. Vous savez qu'il existe à peu près 6 000 maladies rares, d'après les données qu'on peut produire dans notre base de données Orphanet. Et parmi ces 6 000 maladies, 3/4, à peu près 75% de ces chiffres varient en fonction des nouvelles découvertes scientifiques. 3/4 de ces maladies sont donc d'origine génétique. D'autres maladies sont d'autres causes. Il y a des maladies auto-immunes, mais aussi des infections rares, des intoxications rares, bien sûr des cancers rares également, et des maladies qui n'étant pas héréditaires, n'ont pour autant des causes identifiées et donc sont appelées soi-disant idiopathiques. Alors, pour ce qui est des possibilités diagnostiques des maladies rares, on a fait du chemin, les choses ont progressé. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les maladies génétiques, dans les années 2000, il y avait à peu près 1000 gènes déconnus. Maintenant, on en est à plus de 3200 gènes déconnus. Et pourtant, 37% des maladies génétiques n'ont aucun gène causal identifié, donc n'ont pas de possibilités diagnostiques réelles. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que pour les maladies génétiques pour lesquelles on a pu identifier des gènes, il y a beaucoup de cas qui restent encore inexpliqués parce qu'il y a une variabilité génétique des maladies. Donc, même pour les maladies qui commencent à être mieux connues, il n'y a pas de diagnostic, de possibilités diagnostiques pour tous actuellement. Il faut savoir que même quand on a connu les gènes, donc qu'on est dans les meilleures conditions, 15% de ces maladies génétiques à gènes connus n'ont pas un test génétique disponible dans le contexte clinique. Donc il y a beaucoup à faire encore, mais les techniques de séquençage organique, Nathalie l'a rappelé, permettent d'aller plus vite et moins cher dans le diagnostic des maladies rares. Cependant, le séquençage ne fait pas tout, il faut l'interpréter. Donc il faut de nouvelles compétences, et notamment en France, on est en retard, une compétence en bioinformaticien pour pouvoir interpréter ces données, mais aussi il faut de la coopération internationale. Parce que parfois on identifie un cas qu'on croit pouvoir expliquer, mais il faut trouver les seconds cas, les troisièmes, les quatrièmes, et c'est là ça se fait dans les bases de données internationales. Donc l'articulation avec l'Europe et l'international est quand même une ambition forte et qui va être portée par les troisièmes plans. Ensuite, pour les maladies non génétiques, mais ça vaut pour toutes les maladies, l'amélioration du taux diagnostic passe aussi par une bonne information de qualité,
un bon transfert des malades, des médecins de proximité vers l'expertise, donc un accès à l'expertise facilité et lisible. Maintenant, en ce qui concerne les traitements, Laurence l'a rappelé, moins d'1% des maladies rares ont un traitement curatif et moins de 5% ont un médicament orphelin. Les médicaments qui sont dans les tuyaux, c'est-à-dire qui ont une désignation orpheline européenne, concernent moins de 8% des maladies. Ça, c'est ce qui va venir. Donc, on en est quand même très loin, même si, là encore, on avait en 2010 14 médicaments orphelins, maintenant on est à 222. Donc, les choses progressent, mais il faut aussi dire qu'il y a des maladies qui concentrent aussi beaucoup des médicaments mis sur le marché. Donc, il y a des maladies qui ont plus de 10 médicaments autorisés, alors que d'autres n'en ont pas du tout. Maintenant, il faut savoir qu'une prise en charge de qualité, évidemment, passe par le médicament lorsqu'il est disponible, mais pour toutes les autres maladies, pour tous les autres. On peut quand même avoir une prise en charge de qualité avec une organisation dans le parcours de soins qui va de l'accès à l'expertise à les soins de proximité et l'accompagnement. Et pour cela, il faut pouvoir avoir accès à la meilleure expertise. Donc, beaucoup a été fait avec les deux plans précédents, avec la désignation des centres de référence, puis l'organisation en filière pour faciliter ou pour améliorer le maillage territorial. Et maintenant, on en est à l'ère des réseaux européens de référence qui vont être mis en place en 2017 et qui permet aussi aux malades français et d'autres pays d'avoir accès à la meilleure expertise en Europe. Et parce que tout ne peut pas être fait dans les limites, dans les frontières d'un seul pays, et que ces réseaux européens vont permettre de faire voyager l'expertise plutôt que les malades. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir dans la prise en charge aussi cet ancrage européen. Donc, vous voyez, les chemins parcourus, il est important, mais énormément reste à faire. Énormément reste à faire dans la connaissance de l'histoire naturelle des maladies, et pour ça, il nous faut des registres, il nous faut des bases de données, il nous faut des données structurées, exploitables, donc harmonisées, à grande échelle, y compris internationale. Il nous faut avoir des traitements évidemment développés, autorisés, mais accessibles et abordables d'un point de vue financier pour les malades, mais aussi à l'échelle du pays. Donc, il y a le travail sur le prix des médicaments. Et il faut aussi de nouvelles organisations qui permettent d'articuler la prise en charge médicale et l'accompagnement de proximité. Et donc, avec deux articulations entre l'hôpital et la ville, mais aussi entre l'hôpital français et les réseaux européens. Pour cela, il y a de nouvelles technologies qui transforment la société dans bien d'autres domaines. Et cette révolution, il faut qu'elle arrive aussi dans le domaine de la santé. Et les maladies rares sont une occasion en or pour prouver que ces nouvelles organisations peuvent changer les choses et peuvent changer les vies. Et je passe la parole à la Fondation Maladies Rares. Voilà, désolé d'être arrivé en retard, mais j'avais loupé le mail où il y avait marqué c'était au Marriott, donc je trouvais rue Didot. Bien, donc un petit illustration en ce qui concerne la recherche pour essayer de répondre effectivement à ces problèmes. Alors, effectivement, le diagnostic a fait des progrès potentiels et effectivement déjà réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire, énormes grâce à cette révolution du séquençage à très haut débit. Simplement, il faut dire qu'une maladie rare, ça peut être simplement dans les 2 fois 3 milliards de lettres du génome, une lettre qui n'est pas la bonne. Il suffit d'une lettre sur les 6 milliards qui n'est pas la bonne. Alors on peut dire, oui, mais c'est au milieu de à peu près 6 ou 8 millions de lettres qui sont variables du génome d'un individu à un autre individu. Donc si on dit, tiens, on va regarder ce qui est anormal, sauf que nous sommes tous différents de 6 millions ou 8 millions de lettres. Donc ça, c'est déjà une chose.
Alors effectivement, potentiellement, donc en tout cas pour les maladies génétiques, les maladies rares non génétiques, ça peut être peut-être plus complexe, il y a des aspects immunologiques, etc. Voilà, donc, mais pour les maladies d'origine génétique, on a une bonne technologie. Alors il faut se dire que il y a des maladies ou des conditions dont on ne sait pas au départ quand on voit un enfant ou un adulte. Est-ce que chez lui c'est génétique ou pas? Je donne l'exemple de ma spécialité, la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle, c'est 1-2% de la population, avec ou sans autisme, avec ou sans épilepsie, etc. Donc c'est pas rare. Sauf que maintenant, on sait que la déficience intellectuelle, c'est plus de 600 maladies rares, et on en découvre, j'allais dire, chaque semaine. Alors comment est-ce qu'on peut dire, on découvre des maladies rares? On découvre la maladie rare parce qu'on découvre que dans un petit nombre, 5-10 patients, le tableau clinique qu'ils ont est dû à des mutations dans un gène qu'on ne savait pas avant. Donc c'est devenu une nouvelle maladie rare, parce qu'on a identifié ça. Quand il y a une mutation dans ce gène, ça entraîne telle ou telle conséquence clinique. Donc des nouvelles maladies rares, on en a chaque semaine. Donc c'est pour ça que d'ailleurs quand on dit voilà, est-ce qu'il y en a 6 000, 5 000, 7 000, en fait c'est un chiffre tout à fait parce qu'on en découvre. Alors, ceci dit, alors, on peut se dire qu'il y a une stratégie, donc c'est juste une histoire de mise en place, sauf que l'interprétation de ces 6 milliards de lettres, elle n'est pas toujours évidente, et on retrouve souvent, quand on fait l'analyse d'un patient, et si on n'a rien trouvé d'évident, on a ce qu'on appelle des VUS, des Variants of Unknown Significance. Les Variants of Unknown Significance, ça veut dire qu'on ne connaît pas suffisamment de choses sur le gène, sur les endroits de ce gène qui sont importants, sur l'interprétation de ces variations. Et donc là, il y a déjà de la recherche à faire pour différents gènes, à la fois de la recherche, je dirais, de laboratoire, et aussi de la recherche bioinformatique, pour essayer effectivement de pouvoir mieux analyser ces résultats du séquençage au début. Et il y a des régions très compliquées à interpréter, donc là il y a tout un travail à faire, donc ça c'est ce qui est à faire pour le diagnostic au point de vue recherche. Alors, une fois qu'on a le diagnostic, et là je dirais, en tout cas le principal problème quand même pour la France, c'est qu'on arrive à avoir ce diagnostic par les techniques rapidement, sans que les hôpitaux se demandent est-ce qu'on a l'argent pour faire, parce que le directeur d'hôpital trouve que ça coûte trop cher, parce que la manière dont ça va être remboursé, non pas à la famille, en principe c'est gratuit, mais au laboratoire et à l'hôpital qui le fait, je dis en principe, parce que voilà. Parce que si en principe, mais si on vous dit on ne peut pas le faire, il faudra attendre 2 ans, mais si vous faites un petit effort, voilà. Donc ça il faut dire qu'il y a aux États-Unis ou en Suisse, etc., des assurances privées qui remboursent les zombies. Hein, en France, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est le diagnostic. Après, si c'est un nouveau gène, ou même quelquefois si c'est, j'allais dire, un gène qui a été découvert il y a 10 ans, il faut comprendre comment le fait qu'il y ait une erreur dans ce gène entraîne les diverses manifestations de la maladie. Parce que souvent, il y en a plusieurs différentes. Donc, cette espèce de boîte noire. Ça, c'est la recherche physiopathologique. Et c'est celle qui est indispensable pour essayer de trouver des pistes thérapeutiques éventuelles. Est-ce que ça va être des thérapeutiques pharmacologiques, des thérapeutiques de protéines recombinantes, de thérapie cellulaire, de thérapie génique, etc. Et pour ça, il faut des modèles cellulaires et des modèles animaux. Ceux qui disent qu'on n'a plus besoin de souris pour faire de la recherche sur les maladies, et notamment sur les maladies rares, je peux leur donner des dizaines d'exemples où vraiment c'est évident, j'allais dire c'est pour tous les chercheurs, c'est évident, mais enfin, que sans ces modèles animaux qui reproduisent la cause génétique, mais chez la souris
ou maintenant chez le rat, ou chez le rat, chez le rat, on ne peut rien faire. Donc, ces modèles, et puis après, on va vers le préclinique, c'est-à-dire justement tester ces stratégies thérapeutiques. Et là, ça devient un peu compliqué, parce que tant qu'on est encore dans le physiopathologique, il y a des aspects fondamentaux, et donc la recherche, les crédits de recherche fondamentale, on arrive à... Mais quand on commence à être dans le translationnel, c'est plus vraiment fondamental, donc les gens disent c'est pas vraiment la science qui va trouver de nouveaux mécanismes, mais c'est pas encore suffisant pour intéresser un labo pharmaceutique, etc. Et donc il y a comment essayer de stimuler ce passage de la recherche translationnelle, de voir quelles sont les pistes thérapeutiques intéressantes, ce que fait la Fondation Maladies Rares, par exemple, et d'autres aussi dans la détection de molécules potentiellement intéressantes, ce qu'on appelle les proof of concept, pour essayer de faire progresser suffisamment pour que, à partir d'un moment, ça intéresse les industriels. Voilà. Et puis, la dernière chose dont on n'a, je crois, pas parlé, c'est la recherche en sciences humaines. Alors, on peut se demander pourquoi faire de la recherche en sciences humaines sur les maladies rares. Bien, parce que les maladies rares, il y a des aspects, que ce soit économique, par exemple, reste à charge, qui peuvent dépendre d'une maladie à l'autre. Ce n'est pas les mêmes choses qui vont d'analyse, ça c'est très important pour les familles, le reste à charge, ce qu'il faut quand même payer, et les conséquences économiques d'avoir un enfant atteint d'une maladie rare. Ensuite, il y a les aspects d'insertion scolaire, d'insertion dans le monde du travail, ou d'adaptation, je dirais, de la société au handicap particulier. Donc ça, il y a des recherches à faire sur comment est-ce que ça se... D'abord faire le constat, ensuite, quelles sont les pistes d'amélioration, et peut-être aussi regarder à l'étranger qu'est-ce qui pourrait se faire de mieux, et les aspects qualité de vie aussi. Et ça, je dirais, alors, on ne peut pas le faire pour les 8000 maladies rares individuellement, mais pour certaines maladies rares particulières comme exemple, ou par groupe de maladies. Donc je crois que cette recherche en sciences humaines, qui peut aller de la psychologie à la sociologie, à l'économie, etc., est également très importante. Très bien. Donc, vous voyez après ce grand éventail que les maladies rares posent des problématiques, je dirais, nombreuses, et qu'il y a également toute une complexité liée à ces maladies rares. Et je pense que, juste très rapidement en introduction, cette complexité, elle ne peut s'accompagner que d'une volonté politique. Et c'est un petit peu ce que je dirais, une démarche un peu de politique de santé publique holistique, dans le sens où, comme une médecine holistique qui prend à la fois le psychologique et la santé en même temps, cette politique maladie rare, elle s'articule entre le politique et l'associatif. Et c'est important de pouvoir avancer comme ça. Et donc en introduction, simplement pour vous dire que il y a un gros travail déjà qui a été fait par rapport au règlement du médicament européen de 99, par rapport au 2006, le règlement sur le médicament à usage pédiatrique, sur les thérapeutiques innovantes en 2007. Il y a un historique où la France a toujours été leader et a vraiment poussé cette politique pour pouvoir favoriser. Ça va être l'objet de mon intervention en 2 points. Favoriser un écosystème favorable pour la recherche, pour le développement thérapeutique. Donc il y a eu besoin de politique européenne également pour développer cet écosystème. Et un deuxième point qui est celui de l'accès aux thérapeutiques et l'accès aux thérapeutiques pour tous. Donc c'est un petit peu ce que vous verrez dans la deuxième action où Aurore 10 est très proactif au niveau international pour porter cette résolution maladie rare au niveau de l'ONU. Donc on va un peu rapidement expliquer pourquoi. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'une ouverture européenne parce que qui dit maladie rare dit beaucoup de malades, ça c'est une réalité. Beaucoup de malades, beaucoup de maladies, mais en fait peu de malades par maladie. Donc il est évident qu'on ne peut pas travailler à l'échelle
nationale, on doit travailler avec cette échelle européenne, voire internationale. Donc il faut pouvoir favoriser un écosystème qui va permettre d'avoir des développements de thérapie, des développements de médicaments. Je crois qu'en ce moment, avec ce qui se construit au niveau de l'Europe, avec les réseaux européens qui viennent d'être définis, 24 réseaux européens, 1000 structures hospitalières qui sont impliquées, on a une politique de santé qui pourtant est du ressort du pays, du ressort de la nation, qui est en train de se dessiner quand même au niveau de l'Europe. Donc je crois que c'est absolument très important pour dépasser ce 1% de traitement curatif et pour porter une recherche qui soit vraiment qui pousse, très pushy pour pouvoir avoir de nouveaux traitements. Donc je crois qu'il faut bien voir cette importance au niveau de l'Europe. Et puis cette année, on a, avec Eurordis, franchi une étape supplémentaire avec l'idée des thérapies, des thérapeutiques nouvelles, mais quel accès? Quelle est l'équité d'accès et un accès thérapeutique pour tous? Et donc c'est mon deuxième point où je crois qu'après une priorité de santé publique maladie rare nationale, une priorité de santé publique maladie rare européenne, il faut prendre en compte une priorité de santé publique internationale. Et donc, le 11 novembre, Eurordis a été membre fondateur d'un comité d'ONG pour les maladies rares au siège des Nations Unies. Et on souhaite, et je sais que Laurence ténérairement a appelé de ses voeux, on a parlé au président de la République lors des 30 ans, on souhaite que la France continue à porter son rôle de champion dans les maladies rares et porte une résolution. Il faut savoir que l'objectif Nations Unies pour les maladies, pas pour les maladies rares justement, mais pour la santé par rapport au développement durable, il y a 6 objectifs qui rentrent complètement dans notre politique à nous, c'est-à-dire que ces objectifs tournent autour de l'accès aux traitements pour tous et des traitements pour toutes les maladies. Et donc les maladies rares font partie de toutes ces maladies. Donc c'est important pour nous d'avoir vraiment cette politique maladie rare qui soit portée au niveau international. Et donc Eurordis appuie beaucoup cette initiative et porte énormément cette initiative. Je crois que je reviens un peu sur cette recherche maladie rare et cette volonté politique, cette manière de faire. On n'y arrivera que si on a de la cohérence et puis surtout si on co-construit tous ensemble afin de donner du sens et de trouver des thérapeutiques pour tous, voilà, et partout dans le monde. Merci Anne-Sophie, merci à tous. J'espère que ce panorama vous aura permis de bien saisir les enjeux forts autour de ce 3e plan national maladie rare, qui est regardé en Europe et dans le monde, comme vient de le montrer Anne-Sophie. Je vous propose de passer à la série des questions. Et je vous invite à vous présenter avant de les poser. Julie Viazbiki, magazine pharmaceutique. Rester sur le dernier point de votre intervention, ce comité à l'ONU, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur les premières actions qui vont être lancées, peut-être qui ont déjà été lancées, sur la participation d'autres fédérations internationales, d'associations peut-être. Alors, j'ai Lara déjà qui me dit qu'à partir de midi, il y a Yann qui pourrait être joignable au téléphone, mais je connais un peu aussi le sujet, dans le sens où il y a donc cette problématique. Il y a eu donc ce comité qui a été créé, c'était une première marche, donc on en est au tout début. Il va y avoir une action majeure en voulant vraiment que la France porte une résolution au niveau de l'ONU pour justement donner de la visibilité à la problématique maladie rare. C'est quelque chose qui, pour l'instant, n'était pas au niveau de l'ONU, donc au niveau international, n'était pas pris en compte. Et de là va découler effectivement du travail, je dirais, au niveau également de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, il y a également toute une... Je crois que l'accès, l'équité, l'accès aux thérapies est quelque chose de très important. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on porte ce mouvement au niveau de l'international. Mais je sais que Yann reste disponible de midi à 1h30 pour des journalistes qui peuvent l'appeler sur cette question bien précise. Oui, donc Yann qui est le directeur pardon. Qui n'a pas pu se libérer. Voilà. Autre question.
François Bassier d'APN. Au niveau français, avez-vous déjà des engagements, des contacts avec tous les personnes qui sont candidats à l'élection présidentielle pour la suite? Qui a des contacts? C'était important pour nous aujourd'hui d'être tous ensemble pour lancer cet appel justement aux différents candidats à l'élection présidentielle. Après, les uns et les autres, sans doute, nous aurons des actions vis-à-vis de ces candidats, mais l'idée, c'était vraiment aujourd'hui profiter de cette journée internationale pour lancer un appel et pour dire qu'il faut que les maladies rares, enfin, faut qu'il y ait un engagement politique de tous les candidats à l'élection présidentielle. Autant que faire se peut, et après on jugera de l'ambition politique que les uns et les autres vont donner. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est vraiment que ce soit porté au plus haut niveau, au moins du gouvernement, pour les futurs gouvernements. Ce n'a pas été le cas ici, puisque ce n'est pas un pilotage, entre guillemets, Matignon. On aimerait bien, pour la suite, que ce soit un pilotage au moins Matignon, voire au plus haut niveau de l'État et pas seulement du gouvernement. Silence. Autre question. De façon pratique, quelle serait la différence, que ce soit porté par les deux ministères actuels ou par c'est symbolique? Je ne crois pas que ce soit symbolique. On avait demandé, lorsqu'on avait lancé l'appel à la co-construction, que le ministère de l'Industrie et que le ministère des Affaires sociales soient impliqués. Ce n'est définitivement pas le cas aujourd'hui. On espère tous que les choses vont changer et qu'en effet, il y a un pilotage qui soit au moins au niveau de Matignon. Oui, et un pilote unique avec ensuite une équipe pluridisciplinaire. C'est ça qui est important parce que sinon la réponse peut être, il va y avoir un comité dans lequel il y aura un représentant du ministère de la Recherche, de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'économie, il ne faut pas oublier, et l'industrie, bien sûr, etc. Non, ce qui est important quand il y a un portage Matignon, c'est qu'il y a un pilote. On sait bien quand il y a un pilote dans l'avion, en général, ça avance mieux que s'il y a toute une équipe et que les uns et les autres tirent à U et à Dia. Donc là, justement, un pilote, un vrai portage par Matignon, au moins Matignon, voire l'Élysée, pour le prochain gouvernement. Mais un portage Matignon et ensuite, dans l'équipe, bien sûr, tous les ministères représentés. Peut-être à ce propos-là, juste de signaler quand même que la France avait accumulé dans le domaine des applications diagnostic et même recherche du séquençage haut débit un gros retard par rapport à pas mal de pays, et pas seulement des grands pays. La Hollande, par exemple, était beaucoup plus avancée, et qu'il a fallu quand même qu'il y ait un Premier ministre qui soit celui qui dit qu'il faut faire un plan sur le séquençage haut débit. C'est Emmanuel Valls, sauf qu'il est plus Premier ministre, et que, bon, on espère, parce que ce plan, bon, maintenant il y a un appel à projet, mais on espère que ça ne va pas être remis en cause, parce que, oui, c'est la priorité. Donc voilà, je crois que c'est très important, effectivement, que ça soit au plus haut niveau, parce que sinon, il y a toujours diverses choses. Ah oui, mais est-ce que ça, c'est plus important que ça? Donc à un moment, il faut que ce soit pris au plus haut. Autre question. Ce n'est pas un journalisme. Jacques Bernard, je suis président de Maladie Rare Info Service et cofondateur de l'Alliance Maladie Rare au début du siècle dernier. Ça nous amène loin. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Louis Mandel tout à l'heure sur une question très forte, comment intéresser les laboratoires à un moment donné, quand on termine une approche très lointaine sur un médicament éventuel, comment intéresser les laboratoires? Tout le monde sait que les gros labos, pendant très longtemps, c'est un peu moins vrai maintenant. On n'avait rien à cirer des maladies rares et des médicaments orphelins. Que c'est les start-up, et salut à ceux qui ont fait ça, d'avoir travaillé dans ce domaine-là. Quand on sait le très petit nombre de médicaments qui existent encore dans les maladies rares, il y a incontestablement un effort à faire de la part des laboratoires pharmaceutiques. Alors comment y arriver? Alors peut-être sous forme de, non pas de ce chantage, mais de cette suggestion de dire au labo, c'est une cause sociale, les maladies rares. C'est une cause médicale, c'est une cause pharmaceutique, mais c'est aussi une cause sociale. Vous êtes habitué à investir dans les projets qui vont rapporter gros et très rapidement.
vous seriez très honoré si vous vous engagiez parallèlement dans les maladies rares et dans les médicaments orphelins, avec cette équation à la fin. Nous, gouvernement, quand on aura fixé les prix, on sera particulièrement attentif à votre générosité industrielle qui aura pu précéder. Merci Jacques pour ce cri du cœur. Autre question ou commentaire? Non? Pas d'autres? Eh bien écoutez, merci à tous. Passez une bonne journée. Nous restons à votre disposition. Et vous avez également donc, les quelques chiffres là sur la journée internationale dans le monde et en France.